Bonjour, bonjour, je m'appelle Didier Nakache, nous sommes le 28 octobre 2020 et je vais vous parler de la Covid-19, à une présentation que j'ai sous-titrée Chronique de mort annoncée. Donc le plan de ma présentation va être le suivant, je vais d'abord vous dire ce qui s'est passé avant la Covid, puis l'arrivée du virus et les toutes premières réactions et actions politiques. On parlera bien évidemment des tests, des masques et autres boulettes. On parlera aussi de la seconde vague, des anti-tout, anti-vax, anti-masque, anti-tout ce que vous voulez. Et finalement, on va finir sur une note un peu plus positive ou constructive en tirant un peu des conséquences de tout ça et avec humblement d'ailleurs, une série de propositions. Donc, faut comprendre que avant l'arrivée de la Covid, en France, ça faisait des années qu'on menait une politique hospitalière qui allait dans le même sens, qui consiste simplement à supprimer des hôpitaux, des établissements, des lits. Le quotidien du médecin titrait au mois de juillet 2019 hospitalisation complète, presque 70 000 lits en moins en 15 ans. Même en 2019, donc vraiment l'année de l'arrivée du virus, on continuait en France à supprimer des lits. Alors, il y a un effet levier, c'est que la population française augmente, le nombre de lits diminue, et donc le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants diminue, et sur ce graphique, on voit bien que c'est la même politique qui a été menée pendant des années et des années. On voit bien que même dans les années 90, les années 2000, et ça continue après, on est en chute libre. Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 6, bien évidemment. Alors face à ça, les médecins et le secteur hospitalier commencent à manifester, à réclamer un peu plus de moyens, à ne pas se laisser tuer comme ça sans réagir. Et pendant un an, les médecins, les hôpitaux, les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les étudiants en médecine, les chefs ont fait une série d'actions en disant on ne veut pas mourir. Le gouvernement d'Emmanuel Macron leur a répondu en leur envoyant les CRS et des lacrymos. Voilà, et n'ont pas du tout compris ce qui se passait. Alors là, j'ai juste pris une affiche du 14 novembre qui expliquait qu'il y avait une énième manifestation à Paris qui mêlait tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur une catégorie de salariés, c'est vraiment la défense de l'hôpital public. Et pendant ce temps-là, 3 jours plus tard, à l'autre bout de la planète, il y a un homme en Chine qui lui tombe malade, et on verra après qu'il était malade de la Covid-19. Donc les Chinois ont réagi de manière assez rapide finalement, parce que la maladie a commencé à se propager, et dès le 9 janvier, l'OMS a lancé une alerte internationale, et dès la fin janvier, les Chinois nous expliquent que la période d'incubation peut aller jusqu'à 2 semaines, que les gens sont contagieux pendant toute cette période, et que si on ne fait pas une politique de détection systématique et précoce, on risque d'avoir une croissance exponentielle et de voir le virus se propager. Bien évidemment, on n'a pas écouté les Chinois, et bien évidemment, c'est ce qui s'est produit. Alors les premières réponses politiques ont été très, très politiques et pas du tout à la hauteur. C'est que Madame Buzyn, voilà, le 22 janvier, expliquait que ça ne sert à rien de faire des contrôles, parce que le risque d'introduction du nouveau virus mortel en France est faible, mais pas exclu. C'est une manière de dire tout et son contraire. Au même moment, les Chinois étaient surpris parce qu'ils nous disaient mais nous en Chine, il y a énormément de gens qui portent des masques et même de plus en plus parce qu'on sent bien qu'il y a un problème autour de ça. Et dans les aéroports, les gens on leur fait un contrôle de température, il y a des scanners thermiques, il y a un tas de choses. Et quand on arrive en France, il n'y a rien. Alors face au grand vide abyssal des politiques, dès le lendemain, quand même, Madame Buzyn intervient à la télé en disant non, non, mais rassurez-vous, on va maintenant mettre des affiches dans les aéroports internationaux. On va mettre des affiches d'information. Alors, c'est une réponse qui n'est pas du tout à la hauteur, évidemment, et je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut être ministre et dire une énormité pareille. Ça me fait penser au sketch de Bigard avec la chauve-souris, quoi. Comment est-ce qu'on peut imaginer, en étant ministre, que le virus va arriver en avion sur un passager malade, ou en tout cas porteur,
qu'il va lire l'affiche et qu'il va dire « Oh là là, non, 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 ici je suis pas bienvenu, donc hop, je repars et le virus va remonter dans l'avion pour repartir d'où il vient. » Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une affiche puisse être une réponse à un virus de cette nature? Ça montre à quel point les politiques ont été complètement déconnectés. Ils ont été tellement déconnectés que la première de leurs préoccupations, vous voyez, dès la fin janvier, ça a été de dire on va ramener les Français de Wuhan qui était l'épicentre de la maladie. Et encore une fois, on nous a tenu des propos extrêmement rassurants en disant non, non, mais vous inquiétez pas, on va prendre toutes les précautions nécessaires, et vous ne prendrez aucun risque, etc., etc. Moi, ça m'amène deux réflexions. La première, c'est pourquoi ces gens-là, qui étaient des expats envoyés par leurs entreprises, pourquoi c'est à l'État français et donc aux citoyens français, avec ses impôts, de gérer leur rapatriement. Donc ça, je trouve ça dérangeant. Je pense que ça aurait dû être aux entreprises de gérer le rapatriement, en tout cas de le financer. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que effectivement, on a pris des mesures, on a mis en quatorzaine les Français qu'on a ramenés de Wuhan. On a juste oublié de mettre en quatorzaine les militaires qui les ont accompagnés et qui sont allés les chercher. Et d'ailleurs, c'est ce que la ministre des Armées, Florence Parly, a reconnu, mais des mois après, vous voyez, dès la fin septembre, elle disait que effectivement, on n'a pas pensé à mettre en quatorzaine les militaires qui étaient revenus de la mission à Wuhan. Et du coup, ce qui devait arriver arriva. Eh bien, il y a un premier cluster important dans la région de Creil, où on a un nombre de cas qui explose, dont 3 militaires qui sont de la base de Creil, et les militaires qui sont allés chercher les expats à Wuhan, sont revenus à Creil. Donc voilà, sans faire de théorie des complots, il y a eu vraisemblablement un énorme loupé à ce niveau-là. Le deuxième grand foyer de contamination, ça a été la station de ski des Contamines Montjoie. On est en tout début de l'activité de ski, en pleine saison de sport d'hiver, et on a une personne malade, qui était un Britannique, qui est venu passer quelques jours et qui est reparti ensuite. Il a prévenu qu'il avait été malade, et quelle a été la réaction d'Agnès Buzyn? Ça a été de dire non, non, mais rassurez-vous, tout va bien, il n'y a aucun risque. Enfin, pour être précis, elle a dit que les risques étaient extrêmement faibles pour les habitants. Et donc, il n'y a pas de problème. Et elle avait même rajouté en disant les gens peuvent continuer à venir dans la station de ski et il n'y a vraiment aucune raison pour que les gens annulent leur séjour. Ça montre à quel point les politiques ont été déconnectés de la réalité de la situation. Et bien évidemment, elle n'en savait rien et bien évidemment, elle aurait dû se taire. On ne peut pas imaginer une seconde que la personne malade n'ait touché aucune poignée de porte, n'ait serré aucune poignée de main, n'ait touché zéro perche, n'ait touché rien du tout dans les magasins, voilà. Et ce, sans aucune protection, puisqu'à l'époque, on ne connaissait pas bien les mécanismes. Le troisième cluster important, ça a été le rassemblement religieux de Mulhouse. C'est encore un truc qui, moi, me laisse sans voix, enfin, j'ai pas d'autres mots. C'est qu'on a 2000 personnes qui se sont regroupées à Mulhouse dans un rassemblement religieux. Et alors qu'on est sur un problème de virus et de contamination, eh bien eux, ils se confinent, ils se serrent, ils s'embrassent, ils se font des belles embrassades, des belles accolades, des bisous, des poignées de main. Voilà, et ça a été un cluster important. Alors au final, on arrive au 6 mars, où la situation est celle-là. On a 6 clusters qui sont identifiés. Un dans l'est de la France, c'est le rassemblement religieux. Un en Haute-Savoie, qui aura des répercussions, à mon avis, terribles, puisque les gens ont continué à aller en vacances dans cette région-là et sont repartis après en disséminant le virus. Et un autour de Creil, puisque les deux premiers clusters sont l'Oise et le Val d'Oise, quand on sait que Creil est à la frontière entre l'Oise et le Val d'Oise. Et on voit bien qu'on est à la porte d'entrée de Paris, on est même en banlieue parisienne, et tout ça, après, ça va largement contaminer toute la banlieue parisienne et Paris en masse. Et bien évidemment, on verra par la suite que lorsqu'il y a eu la première décision de confinement, les Français qui étaient contaminés ne le savaient pas, forcément sont vite partis se répandre dans la France entière, et ça n'a fait que propager le virus. Pourtant, à ce moment-là, le gouvernement continue à tenir des propos toujours rassurants et toujours sans fondement,
en disant non, non, mais maintenant, ok, on a compris, vous inquiétez pas, je cite, hein, on va prendre des mesures drastiques. Alors, je pense que le mot drastique, dans la bouche d'un ministre, ne signifie pas pareil que le terme que j'ai dans mon esprit, mais en tout cas, bien évidemment, les mesures n'ont pas été prises. Rappelez-vous, je vous disais, maintenant on va parler des tests et des masques, je vous disais que dès le mois de janvier, les Chinois nous ont expliqué qu'il fallait masquer au maximum et tester au maximum. En France, il nous aura fallu des mois et des mois pour faire et l'un et l'autre. Sur les tests, en plein cœur de la crise, là où on était confinés et qu'on a eu la première vague, donc sur les périodes de mars, avril, mai, eh bien, dans le meilleur des cas, on est monté à 100 000 tests par semaine. Imaginez le temps qu'il faut pour tester la population française ou la quasi-totalité de la population française. C'était totalement insuffisant, largement sous-dimensionné, et surtout par rapport aux Allemands, on était vraiment très très en deçà de ce que eux faisaient dans leur pays. Il aura fallu attendre à peu près le mois d'octobre 2020 pour qu'on atteigne le seuil des 1 million de tests par semaine. Et même avec 1 million de tests par semaine, ça veut dire qu'il faut plus d'1 an pour tester tous les Français. Sur les masques, je vais essayer d'être factuel et de résumer, mais la situation a été catastrophique. Les stocks stratégiques ont disparu. Il y a eu un énorme retard et énormément de temps perdu en début de crise. Et surtout, les pouvoirs politiques n'ont absolument pas pris la mesure de ce qu'il fallait faire. Parce que face aux stocks stratégiques qui avaient disparu, l'État, toute fin janvier, décide que finalement il faut commander 1,1 million de masques FFP2. Tout est dans le virgule 1. C'est-à-dire que, grosso modo, je ne sais pas d'où il sort, mais c'est un peu ridicule. C'était peut-être pour faire un peu scientifique ou un peu sérieux. 8 jours plus tard, on passe de 1 million de masques à 28 millions de masques. Ils sont tellement déconnectés qu'ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de possibilité de commander des masques, puisqu'ils n'en recevront que 500 000. Et à cette époque-là, on décide de sortir de nos stocks 800 000 masques chirurgicaux, pour en faire quoi? Non pas pour les mettre de côté par sécurité, mais pour les envoyer en Chine. Le besoin à ce moment-là est de 40 millions de masques par semaine, juste pour protéger les soignants, les aidants, les aides-soignants, etc. Et il faudra attendre la fin du mois de février, donc un mois après, pour dire non, non, mais finalement, c'est plus 28 millions de masques qu'il nous faut, c'est 200 millions. Comment en un mois, on peut dire il en faut 1 million, puis 28 millions, puis 200 millions? C'est-à-dire qu'on a revu fois 200 la prédiction initiale. Ça montre à quel point le sujet n'a pas été pris à hauteur de ce qu'il aurait dû être pris. Jérôme Salomon est convoqué fin février, parce que la polémique commence à enfler. Il est convoqué devant le Sénat et donc devant la commission des affaires sociales du Sénat, et devant les sénateurs de cette commission, il dit non, non, il n'y a aucune pénurie, il n'y a pas de problème de pénurie, tout va bien. Moi, je pense que soit il est incompétent et il ne savait pas qu'il y avait une pénurie, et dans ces cas-là, cet homme-là n'a rien à faire dans la gestion de la santé en France, soit il a menti délibérément devant les sénateurs, et là, c'est grave et il doit être poursuivi. Mais on ne peut pas mentir aux sénateurs comme ça, de cette manière-là, c'est minable, c'est lamentable, et surtout, ça doit être condamné et répréhensible. Alors, toujours dans cette logique d'à côté, eh bien, sachez qu'il n'y a que 4 entreprises en France qui fabriquent des masques, et on décide finalement que c'est bien de fabriquer des masques, et on exporte notre production vers la Chine et le Royaume-Uni. Voilà. Et au final, sur les commandes de millions et de centaines de millions de masques, on n'en aura que 20 millions de livrés, y compris jusque mi-mars, fin mars, donc très très en deçà de ce qui était nécessaire. Et là, au lieu de reconnaître des erreurs qui d'ailleurs étaient pour la plupart imputables au gouvernement précédent, et d'admettre la pénurie, le gouvernement français s'est enlisé dans une communication que moi je juge obscène, pour nous expliquer que ben non, finalement les masques, c'est pas utile. Voilà un petit montage de déclaration d'Olivier Véran. Enfin, portez un masque en toutes circonstances lorsque vous devez recevoir du monde. N'hésitez pas à porter un masque en toute situation. Évitez enfin les transports en commun. Porter un masque est parfaitement inutile. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun,
n'a pas à porter de masque. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Soyez assuré, monsieur le député, qu'en la matière, nous faisons absolument le maximum depuis le premier jour pour protéger les populations. Enfin, Voilà. Même Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole du gouvernement, explique que bah ouais, mais moi je suis ministre, je mets un masque, mais en fait je sais pas l'utiliser, je sais pas comment on fait pour mettre un masque. C'est vraiment prendre les gens pour des abrutis. Et elle explique que c'est un geste qui est très technique et qui est très compliqué, et que si on le fait pas bien, ça peut même être contre-productif. Toujours au mois d'avril-mai, on se rend compte qu'en fait, il y avait des centaines de millions de masques qui étaient périmés, qui n'ont pas été renouvelés, et seulement 160 qui ont été vaguement jugés réutilisables. Donc la question que moi je pose, c'est qui est responsable de ça? Quelles ont été les suites qui ont été données à ça, et quelles ont été les mesures qui ont été prises pour éviter que ça ne se reproduise? Fin septembre, Sibeth Ndiaye se défend de tout mensonge. C'est-à-dire que, alors qu'elle a été prise la main dans le sac, elle, comme M. Véran, à mentir aux Français avec des conséquences gravissimes qu'on verra un peu plus tard, eh bien, elle explique que non, non, il n'y a pas de problème, on n'a jamais menti. C'est les médias qui ont tout inventé, sans doute y compris les vidéos. Emmanuel Macron reprend la parole à ce moment-là, donc toute fin mars, en disant « Je vous promets qu'on sera indépendant sur les masques d'ici la fin de l'année, et même également sur les respirateurs et sur d'autres équipements comme ça. » C'est une annonce, la fin d'année n'est pas encore venue, donc on verra la vérité des chiffres, mais personnellement, je n'ai aucune confiance dans ce gouvernement, et je pense qu'il ne gère la crise qu'à coup de com', et à un moment donné, il faut être efficace, il faut agir. Alors, beaucoup plus grave à mes yeux, c'est que malgré les déclarations de Sibeth Ndiaye, l'AFP, dans une rubrique qu'ils appellent factuelle, dédouane Sibeth Ndiaye et dit non, 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 c'est pas vrai, ce qu'elle a dit, c'est du fake, elle n'a jamais dit ça, et l'AFP, qui est l'agence France Presse, qui devrait être un organe de presse au moins honnête, eh bien, trouve que ce qui est important, c'est de sauver des membres du gouvernement, et de mentir aux Français pour expliquer que ce qu'ils ont dit, eh ben, ils l'ont pas dit. Une autre conséquence qui est passée sous silence, c'est que les masques qui coûtaient 7 centimes pièce avant la crise passent à 95 centimes. Et là aussi, il faudrait peut-être expliquer pourquoi le prix a été multiplié par 14. Les conséquences de ça ont été extrêmement graves. La première, c'était la perte de confiance dans la parole publique. Il y avait déjà une défiance vis-à-vis des gouvernants et des dirigeants. Et là, le fait que ces gens-là mentent de façon aussi obscène a accru la perte de confiance dans ce qu'ils pouvaient dire. Donc quand les mêmes revenaient après en disant « oui, faites ça, promis, c'est le truc à faire, etc. », ben, il y a eu de la défiance. On considère qu'il y a eu, par exemple, plus de 1200 salariés de la PHP qui ont été contaminés par la Covid-19. On pense qu'il y a 50 000 professionnels de santé qui ont contracté la Covid-19 par manque d'équipement de protection, par manque de masques, par manque de charlotte, par manque de système de protection. On estime qu'il y a eu plus de 50 médecins morts de la Covid, et je ne vous parle même pas des maisons de retraite où rien n'a été quantifié. Je ne vous parle même pas de la population française qui n'a absolument pas été protégée, alors que la moindre des choses, c'est que l'État est là pour protéger les citoyens. Le gouvernement s'est retrouvé face à une incapacité complète à juguler l'épidémie, et par rapport à ça, ils ont une réponse qui a été pour le moins surprenante, qui était de dire puisqu'on n'arrive pas à contrôler l'épidémie, on va contrôler au moins ce que disent les médias. Alors, la même chose faite dans certains pays nous choquerait, mais en France, personne n'a réagi. Donc le gouvernement a eu plusieurs très grandes idées. La première idée, c'était de donner une médaille aux infirmières. C'était pas forcément une idée géniale. D'ailleurs, ça fait un énorme flop. Puis après, ils ont dit, à grand renfort de com, on va faire le Grenelle de la santé. On va tout repenser, on va répondre à tout. Et ça n'a rien réglé. Ça s'est traduit par une augmentation de salaire, c'est très bien. Mais on n'a rien refondu, on n'a rien réformé, il y a eu zéro réflexion
sur le système de santé, en tout cas zéro amélioration. Et après, il y a eu une tentative de maîtrise des médias puisque le gouvernement a voulu créer un label qu'ils ont appelé Désinfox Coronavirus qui leur permettait de valider ou non ce que publiaient les journaux français. Donc quand un État en vient à dire on va contrôler ce que les journalistes peuvent écrire, je trouve que c'est extrêmement grave et c'est pas une réponse qui est à la hauteur du problème. Heureusement, il y a une trentaine de sociétés de journalistes qui ont signé une tribune commune et qui ont dit l'État n'a pas à être l'arbitre de l'information. Heureusement que les journalistes ont d'eux-mêmes commencé à réagir et très vite le gouvernement a retiré le projet de label. Dans le même temps, on voit bien que les pouvoirs publics n'ont pas pris la dimension du truc, puisque quand on demande au directeur de l'ARS de l'Est s'il envisage toujours de supprimer des lits à l'hôpital de Nancy, le gars dit oui, bien sûr qu'on va continuer à supprimer des lits. Ça montre à quel point les gars n'ont rien compris à la crise qui s'est passée, n'ont rien compris au fait qu'il y avait un problème et qu'il fallait au contraire arrêter de fermer des lits d'hôpitaux. Alors il a été licencié, mais on a vu par la suite que, y compris après la crise, il a été licencié pour des questions de com', mais y compris après la crise et entre les deux vagues de l'épidémie, on a continué à supprimer des lits. C'est-à-dire que les gars n'ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. L'Union européenne, ça a été pareil. Elle a été complètement absente de cette crise. On a vu la seule étude qui a été une tentative d'étude européenne, c'est l'accord Discovery, qui a été un fiasco monumental. Alors les Français, là pour le coup, ont joué le jeu. Ce sont les autres États qui n'ont pas joué le jeu. Et on a vu des publications assez fantaisistes de médecins et même des interventions dans les médias que moi je trouve assez fantaisistes. En tout cas, on est passé à côté. Enfin, on arrive à la fin de la première vague et là, il y a des réactions qui sont assez variables selon les États. J'en ai mis que 3. Donc l'Espagne a décidé d'interdire les licenciements. Je trouve ça un peu surprenant, mais c'était leur mesure. L'Allemagne, elle, a décidé de relancer la consommation en baissant de 3% la TVA. Donc leur TVA qui était à 19 est passée à 16 en disant ben voilà, ça leur donnait une bouffée d'oxygène. Et en France, on a décidé qu'on allait faire 100 milliards d'euros d'enveloppe qu'on allait donner aux employeurs. Voilà. Pourquoi, comment, quel est l'intérêt, quel est l'impact, tout ça n'a pas été expliqué aux Français. Et au mois de juin, le conseil scientifique explique que voilà, tout va bien, l'épidémie est sous contrôle en France. Et donc, partez en vacances, faites tourner l'épidémie. Sauf que le virus n'a pas été éradiqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a dit aux gens de partir en vacances tranquilles, de se redéplacer, parce que le virus ne saute pas d'une personne à l'autre. Le virus, il se propage par contact physique, par éternuement, par toux, par postillon, par des choses comme ça. Et ben le virus, il s'est propagé pendant tout l'été tranquille, puisqu'on a dit aux Français d'aller se promener et que tout allait bien et qu'il n'y avait plus aucun risque. Pendant ce temps-là, les médecins, eux, ont continué à réagir, à dire « mais il n'y a rien eu de réglé. Il est urgent de remettre à niveau l'offre de réanimation en France. » Et ça, c'était le fin juillet 2020. Et bien évidemment, les politiques qui ont absolument toujours rien compris à ce qui se passait, eh ben, n'ont pas compris qu'il fallait refaire quelque chose. Alors vous comprenez bien que aucun changement sur le système de santé et des décisions qui font que le virus se propage, eh ben, ça a eu des conséquences qu'on mesure aujourd'hui pleinement. Rien n'a été fait, et plus grave, et que je trouve plus dérangeant, c'est que la seule chose qui a été faite, ça a été de travailler sur 2 dimensions, hormis la com, mais c'est pas avec de la com qu'on règle des problèmes de virus. La première dimension, ça a été de protéger les employeurs, et la deuxième, ça a été de culpabiliser les citoyens. On a rendu les Français responsables de l'incompétence et de l'inaction des gouvernants. Dans les transports en commun, et ça c'est un moyen de protéger les employeurs, de ne pas les rendre responsables des maladies contractées pendant le trajet pour aller au travail, le ministre des Transports, qui n'en sait rien, a dit que les transports en commun ne sont pas des lieux de contamination.
nos systèmes sont les meilleurs, comme d'habitude, hein, c'est le coup de la ligne Maginot. Qu'est-ce qui permet à M. Djebari de dire ça avec certitude? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a eu des... Moi, je pense que quand les gens se touchent, sont en contact pendant des heures dans les transports, dans les métros, dans les trains, dans les bus, ben bien évidemment que les virus se propagent et que M. Djebari, il est coupable de dire le contraire et lui aussi devrait, à un moment donné, rendre compte de ça. Côté MEDEF, ben on a un MEDEF qui fonctionne comme au siècle dernier. Je ne confonds pas le MEDEF et les employeurs. D'ailleurs, les employeurs sont beaucoup plus intelligents que le MEDEF. Le MEDEF a dit oh là là, vous voulez du télétravail? Non, non, mais non, rendez-vous dans 3 mois. Hein. Les premières demandes d'extension du télétravail ont été balayées d'un revers de la main par le MEDEF qui a dit on en parlera au mois de novembre, on ne peut pas en parler avant. Au mois d'octobre, il disait laissez-nous nous organiser, arrêtez de nous mettre des contraintes, etc. Donc on sent bien que le MEDEF est hostile au télétravail, qui reporte le plus tard possible cette possibilité-là et cette évolution-là. C'est un peu comme des gens qui se battent contre le futur en espérant que ça va le faire changer. Le futur a par certains aspects un côté assez inéluctable. Toujours est-il que le MEDEF n'a pas été à la hauteur, là où les employeurs, eux, se sont adaptés massivement et avec beaucoup d'intelligence à la situation. Et on repart sur une situation de rebelote, c'est qu'on instaure un couvre-feu sans aucun débat parlementaire, on explique aux Français que c'est de leur faute, hein, si tout ça, ça se passe, eh ben, c'est parce qu'ils n'ont pas été raisonnables, et on le martèle à longueur de journée dans les médias. On ferme les restaurants à 21h sans que jamais on ait démontré le moindre risque de contamination, alors que les restaurateurs ont plutôt joué le jeu de la distanciation physique et des mesures de précaution qui ont été prises. Et globalement, on plonge les Français dans un stress anxiogène et on leur supprime toutes les sources de loisirs, théâtre, cinéma, restaurant, sorties, sport. Et on leur dit, ben maintenant, vous êtes juste là pour travailler et produire, point. Dans tout ce contexte de crise, je voulais moi faire un petit chapitre sur les Antilles, parce qu'on a vu fleurir des complotistes, des anti-masques, des anti-vasques. Voilà. Ces gens-là sont à mes yeux des vrais idiots. Il n'y a pas d'autre terme qui vaille. Et on a eu des fantaisies, des théories fantaisistes qui ont fleuri. Par exemple, beaucoup de gens, sous le titre « Pas des moutons », on n'est pas des moutons, voyons. Beaucoup de gens, il y a 20% de la population qui dit que même si on trouvait un vaccin contre la Covid, eh bien, on préfère mourir que de s'injecter le vaccin. C'est stupide, mais c'est une réalité qui concerne une part de la population importante. D'ailleurs, une star du fitness, déjà rien que le concept de star de fitness m'échappe, mais lui, il ne croyait pas du tout à la Covid. Et manque de peau, il n'y croyait tellement pas qu'il a chopé et qu'il en est mort à 33 ans. Donc voilà, ne suivez pas ces gens-là, ce n'est pas forcément des modèles. Les scientifiques sont ce qu'ils sont, mais au moins ils savent de quoi ils parlent. Et même s'ils ne sont pas tous d'accord, il y a quand même un très large consensus sur les mesures à prendre et arrêter d'écouter des gens qui feraient mieux de se taire, quoi. Les anti-masques, c'est pareil. Ils ont des arguments qui sont faux, qui sont démontés, qui sont non étayés, non avérés. Quelques petits exemples, c'est dangereux et ça entraîne un manque d'oxygène, c'est faux. Ça génère trop de CO2, c'est faux. On peut s'empoisonner au dioxyde de carbone, donc c'est la même idée, c'est faux. Ce sont des nids à bactéries, à champignons, à moisissures, c'est faux. Ça laisse passer le virus et donc c'est inutile, c'est encore faux. Et c'est contraire à la loi anti-burqa, c'est encore faux. Donc tous les arguments des anti-masques ont tous été démontrés faux. Je ne comprends même pas comment il y a des gens qui peuvent encore dire je suis anti-masque parce que tout ce qui a été démontré faux, bah, c'est vrai. Sur les stats officielles, on est dans du grand n'importe quoi. On a des chiffres fantaisistes qui correspondent à rien. Par exemple, officiellement, le 19 mai, on a eu 217 ressuscités. Et on a surtout eu des chiffres extrêmement politisés. Par exemple, on a eu des situations qui se sont calmées mystérieusement avant les interventions d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe. Je ne peux pas comprendre que le politique arrive à faire que les chiffres soient fiables
ou plutôt soit de nature à aller dans le sens de ce qu'ils ont envie de dire. Donc faut arrêter de bidouiller les chiffres, faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Français. Tout ça, ça n'a pas de sens. Et surtout, la base de chiffres n'est pas stable. C'est que dans les mêmes pots, on compte des choses différentes. Par exemple, en début d'épidémie, on comptait que les malades morts de la Covid à l'hôpital. Puis après, on a rajouté les malades morts de la Covid. Puis après, on a rajouté ceux des EHPAD et ainsi de suite. Donc, c'est difficile de faire des comparaisons si la base n'est pas la même. Au final, on se présente fin septembre avec une situation qui n'a strictement rien changé et le gouvernement n'a tiré aucune leçon de la crise. Par exemple, les hôpitaux expliquent que fin septembre, on a moins de lits d'hôpital qu'avant la première vague. Donc je trouve ça assez étonnant. Ça veut dire que les gars ont continué à supprimer, à fermer des lits d'hôpitaux et à mener la même politique comme si il ne s'était rien passé depuis des mois. Par exemple, les tests, aujourd'hui, ça coûte 250 millions d'euros par mois. C'est le salaire de 50 000 infirmières et les infirmières manquent cruellement à l'appel. Donc peut-être qu'il y aurait un truc à rééquilibrer, peut-être tester un tout petit peu moins et embaucher un petit peu plus d'infirmières et avoir des lits et faire des choses qui ont un peu plus de sens. Mais ça n'empêche pas nos politiques de continuer, comme toujours, à faire de la com et uniquement de la com, et ça commence à bien faire. Et M. Véran, par exemple, disait fin août, non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, toujours le même discours. Hein. La conjecture n'a rien à voir avec celle de février, ça c'est ce qu'il disait fin août. Tout va bien, et il assure, M. Véran a assuré que le pays est prêt à affronter le rebond d'épidémie de coronavirus, alors qu'on avait déjà 3000 contaminations en un jour, 3600 contaminations en un jour. Là où le gars aurait dû dire, oh là là, attention, alerte, fin août, ça recommence, donc il faut prendre des mesures très vite pour éviter qu'il y ait un nouveau pic de contamination, le gars tient le discours inverse en disant, tout va bien, on peut continuer comme ça, il n'y a aucun problème, comme si le virus allait partir spontanément de lui-même. Alors aujourd'hui, les politiques ont été, à mon sens, largement incompétents pour gérer cette crise, qui a été aussi la conséquence de leur mauvaise politique depuis des années. C'est que c'est pas seulement la crise de la Covid, c'est la crise du système de santé et des fermetures de lits et des fermetures d'hôpitaux qu'on paye aujourd'hui cash. Comme ils ont été incapables de reconnaître leurs propres erreurs, ils ont culpabilisé les Français et compensé par des mesures de privation de liberté. Ils se sont donné tous les pouvoirs et ont cherché à contrôler les médias. Je ne vous parle pas de l'état d'urgence sanitaire qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, y compris de nous priver de liberté sans aucun débat républicain, sans à aucun moment se remettre en cause et dire ouais là on a peut-être dû faire ça et finalement on va corriger le tir, mais dans leur esprit, corriger le tir c'est reconnaître ses erreurs, mais pour moi reconnaître ses erreurs c'est avancer. Ils n'ont tiré aucune leçon de tout ce qui s'est passé. On a laissé beaucoup trop de gens incompétents s'exprimer largement à travers les médias, les anti-vax, les anti-masques, les complotistes et tous les gens bizarres. Et tout ça sans rien modifier et sans tirer aucune leçon et sans changer notre système de santé. Alors comment est-ce qu'on peut croire une minute qu'en ne changeant rien, les choses changeront? Ça, j'ai un peu du mal à comprendre ce concept. Alors, pour rester sur une note positive, voilà quelques idées, quelques propositions. La première des choses, c'est communiquer honnêtement, parce que y a des initiatives qui ont été bonnes, mais qui ont été sabordées. Par exemple, le Stop Covid, c'était une bonne idée dans son principe, sauf qu'il y a une telle défiance dans nos hommes politiques qu'on les croit pas honnêtes et on ne les écoute plus. Et s'ils veulent restaurer la confiance, il faut que ces gens-là communiquent honnêtement. Les décisions contradictoires ont terriblement nui à la compréhension et à la bonne appropriation des choses. Il faut arrêter de mentir aux Français. Ça, c'est une manière de faire de la politique qui est du XXe siècle, voire même d'avant. Il faut rétablir la confiance au lieu de maintenir la défiance. Il faut arrêter d'être tantôt alarmiste ou anxiogène et tantôt rassurant. Il faut être dans la bonne dose et la bonne mesure. Il faut également développer la recherche et les analyses scientifiques. Il faut que l'Union européenne impulse la recherche au niveau européen.
Il faut que les études soient faites au niveau européen. Il faut faire des cohortes. Il faut écouter les scientifiques. Et il faut que ces gens-là puissent s'exprimer et faire des préconisations. Il faut développer massivement le télétravail et élargir le plus possible les horaires de travail. Plus les gens pourront arriver dans des horaires décalés, moins ils seront confinés et contraints les uns contre les autres dans les transports en commun. Il faut évidemment développer les transports en commun pour diminuer la promiscuité et offrir plus de transports. Il faut désinfecter plus sérieusement les transports. Il faut par exemple des choses bêtes comme annoncer les quais en avance. Quand vous allez dans les gares parisiennes, au dernier moment on vous annonce le quai sur lequel votre train va partir, ben, tout le monde se rue, les gens se touchent, les gens sont en contact. Alors on faisait ça avant, mais aujourd'hui, eh ben, dès qu'on sait où part un train, il faut le dire. Ça évite les rushs, ça évite les ruées, ça évite les contacts. Il faut bien évidemment renforcer le système de santé, faire le contraire de tout ce qui a été fait. Il faut rouvrir des hôpitaux, rouvrir des lits, recruter du personnel soignant, rendre ces métiers attractifs, bref, faire tout le contraire de tout ce qui a été fait depuis plus de 20 ans. Il faut, à mon sens aussi, créer des structures adaptées à la Covid, avec des possibilités d'héberger des personnes, des structures intermédiaires qui seraient ni un hôpital, ni un hôtel, mais quelque chose d'entre deux, avec une zone pour faire du dépistage massif, avec une zone pour prendre en charge les gens, une zone pour les aider ou les accompagner. Bref, il va falloir créer des structures adaptées à la Covid. Ça paraît évident, au moins le temps de la crise. Il faut continuer à tester massivement, y compris autoriser les tests salivaires à faire chez soi. Celui qui veut doit pouvoir, comme on peut acheter un test de grossesse en pharmacie, on doit pouvoir acheter un test salivaire et faire un test simple, même s'il y a des précautions sur la fiabilité, mais c'est pas grave. Les positifs pourront être revalidés par d'autres techniques un peu plus robustes. Il faut développer les téléconsultations et faire un tarif adapté à la téléconsultation. Il faut avoir une vision politique, une vraie vision claire, cohérente, avec des critères connus de tous et non pas changeants. On a vu là les ministres dire oui, alors à Marseille, vite, on ferme, mais pas à Paris. Et puis quand Paris a dépassé Marseille sur les critères d'alerte, on a dit ouais mais non, mais on va changer finalement, on va pas faire ça. Ou expliquer que les restaurants sont dangereux le soir mais pas dangereux le midi. Enfin, faut arrêter avec les incohérences en tous sens. Pour les étudiants, en tout cas pour ceux qui font les études les plus hautes, donc les universitaires, voire les lycéens, il faut faire de plus en plus de cours sur Internet. Il faut laisser les médias libres de raconter ce qu'ils veulent, libres d'ouvrir le débat, sans hésiter à débunker les fake news. Les fake news, ouais, il ne faut pas hésiter à leur rentrer dedans. Ça, c'est un vrai travail de journaliste et à eux de s'en charger, mais sans mentir aux Français non plus. Les médias n'ont pas à prendre la défense des gouvernants. Ils sont là pour aider les gens à éclairer leur conscience. Je pense qu'il faut également sortir du complexe de Dieu. Le président et les dirigeants, c'est-à-dire les membres du gouvernement, n'ont pas à prendre toutes les décisions. Ils doivent rendre aux parlementaires leur vrai rôle, leur vrai pouvoir. On doit également poursuivre et sanctionner tous ceux qui ont menti devant les commissions, devant le Sénat, devant le Parlement. On doit également communiquer, c'est le seul point sur lequel il faut communiquer, pour que les Français soient des individus responsables, capables de se prendre en charge de manière autonome, plutôt que de jouer sans arrêt sur les peurs et les sanctions et des amendes monstrueuses. On doit également, si on a une vision à plus long terme, relocaliser des productions de biens essentiels pour cesser notre dépendance vis-à-vis de certains États. On doit fabriquer des masques en France, les respirateurs, les médicaments. On doit empêcher les monopoles de production et faire que les productions reviennent à des prix largement abordables. Là, on a des gens qui n'ont pas joué le jeu, donc il faut à un moment donné les sanctionner et reproduire en France parce qu'on va jouer sur des sommes qui sont en réalité dérisoires. Il faut faire, surtout dans les choses qui m'apparaissent importantes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui sont utiles, mais le problème c'est que ça a été fait beaucoup trop tard. Et ben, tout ce qui a été fait qui est positif, il aurait fallu le faire de façon beaucoup moins abrupte et surtout beaucoup plus tôt. Et éviter les mesures extrêmes alternées. C'est que on ne peut pas dire au mois d'avril confinement strict, puis au mois de juin, non, il n'y a plus aucun risque, allez-y. Puis après, là on part sur un reconfinement strict et peut-être qu'il faut mettre un peu plus de souplesse, c'est-à-dire déconfiner en douceur, reconfiner en douceur en fonction de l'évolution de la maladie.
et de sa propagation. Voilà. En conclusion, le mois de novembre va s'annoncer très difficile parce que rien n'a été fait depuis un an. On n'a tiré aucune leçon. On n'a rien entrepris de concret. Et j'ai envie de dire, soyez prudents et prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, respectez le bon sens, évitez d'être en contact, lavez-vous les mains, enfin, prenez toutes les règles de bon sens et prenez soin de vous. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Ce support-là, je vous le donne très volontiers et avec le sourire si vous m'envoyez un petit mail à confia@orange.fr. Je vous remercie de m'avoir écouté.